Une jeune fille pauvre s'est évanouie dans les toilettes, sans imaginer que le millionnaire la voyait et, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Marie ajusta pour la 10e fois le portfolio improvisé dans son sac usé, tout en observant son reflet dans la vitrine d'une boutique fermée. Le blazer bleu marine acheté dans une friperie la semaine précédente avait les épaules légèrement trop larges, mais c'était ce qu'elle avait pu trouver dans son budget serré. Les chaussures, également d'occasion, lui serraient les pieds à chaque pas, mais elle refusait de montrer le moindre signe d'inconfort. L'immeuble d'Arte France se dressait imposant devant elle, ses parois miroitantes reflétant le ciel grisâtre de Paris. C'était le genre d'édifice qui semblait avoir été construit pour intimider les personnes comme elle, nées et élevées dans la banlieue de la ville. Marie respira profondément, serrant la lanière de son sac avec suffisamment de force pour blanchir les jointures de ses doigts. Ce n'était pas simplement un entretien d'embauche de plus, c'était sa dernière chance réelle de réaliser son rêve de travailler dans l'art. L'horloge indiquait 8h45. 15 minutes d'avance, exactement comme prévu. Marie franchit les portes tournantes et se dirigea vers la réception, où une femme à l'expression austère la dévisagea par-dessus ses lunettes à fine monture. « Marie Leroy, j'ai un entretien prévu avec Monsieur Richard Mercier à 9h, se présenta-t-elle, fière que sa voix ne tremble pas. La réceptionniste consulta l'ordinateur avec des mouvements méticuleux. « Oui, c'est noté ici, 15e étage. » Mais elle fit une pause étudiée. L'ascenseur est en maintenance. Marie sentit son estomac se nouer. 15 étages, en talons, avec les pieds déjà douloureux. Mais il n'y avait pas d'alternative. Ce n'est pas grave, je vais prendre les escaliers. La montée fut un test de résistance physique et mentale. À chaque volée d'escalier, Marie sentait son cœur battre plus fort, en partie à cause de l'effort physique, en partie à cause de l'anxiété grandissante. Ses dessins, ses illustrations, numériques, tout son travail des dernières années était là dans ce portfolio improvisé, imprimé sur du papier ordinaire parce qu'elle n'avait pas les moyens pour des impressions spéciales. Quand elle atteignit enfin le 15e étage, Marie était essoufflée et pouvait sentir quelques gouttes de sueur couler le long de son dos. L'horloge dans le couloir indiquait 9h10. Son cœur se glaça. Elle était en retard. La secrétaire de l'étage l'accueillit avec un regard mêlant pitié et désapprobation. « Mademoiselle Leroy, Monsieur Mercier est très rigoureux sur les horaires. S'il vous plaît, supplia Marie, tentant de reprendre son souffle. L'ascenseur est en panne, j'ai dû monter par les escaliers. Si vous pouviez juste lui expliquer. »« Je suis désolée, » l'interrompit la secrétaire, son ton indiquant clairement qu'elle ne l'était pas. « Monsieur Mercier a déjà ordonné l'annulation de l'entretien politique de l'entreprise. » Marie eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Ses jambes, déjà tremblantes après la montée, menaçaient de céder. « Il n'y a pas moyen de le reporter ?»« Malheureusement, non. L'agenda de Monsieur Mercier est complètement rempli pour les prochains mois. » La secrétaire avait déjà reporté son attention sur l'ordinateur, mettant clairement fin à la conversation. Marie marmonna un remerciement automatique et se retourna chancelant légèrement. Elle devait sortir de là avant que les larmes, qui brûlaient déjà ses yeux, ne commencent à couler. Dans le couloir, elle aperçut une plaque indiquant les toilettes et s'y précipita. Dans les toilettes luxueuses, avec leurs lavabos en marbre et leurs immenses miroirs, Marie laissa enfin couler ses larmes. Elle s'assit sur le sol froid, adossée au mur, et ouvrit son portfolio une dernière fois. Les pages étaient légèrement froissées sur les bords, mais les illustrations transmettaient encore toute la passion et le dévouement qu'elle avait investi dans chaque trait. Une illustration en particulier attira son attention, c'était un portrait à l'aquarelle de sa mère, réalisé peu avant son départ. Le sourire doux, les yeux bienveillants, la force qui émanait même au milieu de la fragilité. C'était sa meilleure œuvre, celle qui portait le plus d'émotion, le plus de vérité. Et maintenant, comme sa mère, elle semblait dire adieu à un rêve de plus. Richard Mercier se massa les tempes, essayant d'éloigner le mal de tête croissant. La réunion avec les actionnaires durait depuis 2 heures, et les mêmes discussions sur les objectifs et les résultats commençaient à devenir insupportables. Son café avait refroidi depuis longtemps, et il parvenait à peine à se concentrer sur les tableaux projetés à l'écran. « Excusez-moi » murmura-t-il, se levant. Brusquement. « J'ai besoin d'un moment. »
Personne n'osa remettre en question son départ. Après tout, il était Richard Mercier, l'homme qui avait transformé Arte France en l'une des plus grandes agences de publicité du pays. Le génie créatif, qui avait abandonné les pinceaux pour devenir un magnate du monde des affaires, l'homme qui n'avait pas souri depuis des années. Dans le couloir, loin des regards inquisiteurs, Richard desserra la cravate italienne qui semblait l'étouffer. Ses pas le menèrent automatiquement aux toilettes pour hommes, son refuge habituel, pendant les réunions interminables. Cependant, quelque chose le fit s'arrêter avant de pousser la porte. Un son étouffé provenait des toilettes adjacentes, et des pleurs. Le genre de pleurs qu'il connaissait bien, contenus, désespérés, le son de quelqu'un essayant de ne pas être entendu alors que son monde s'effondre. La porte des toilettes pour femmes était entr'ouverte, et à travers la fente, Richard vit quelque chose qui le figea. Une jeune femme assise par terre, entourée de feuilles de papier éparpillées. Mais ce n'était pas n'importe quel papier. C'étaient des dessins, des illustrations qui, même à cette distance, dégageaient une énergie familière, une passion qu'il avait enterrée il y a longtemps. Sans réfléchir, il poussa légèrement la porte. La jeune femme ne remarqua pas sa présence, absorbée dans son moment de vulnérabilité. Richard se baissa silencieusement et ramassa l'une des feuilles qui avait glissé près de l'entrée. Le dessin entre ses mains le frappa comme un coup, de pointe à l'estomac. C'était un portrait à l'aquarelle, si vivant qu'il semblait respirer. La technique n'était pas parfaite, il y avait de petites erreurs techniques ici et là, mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Quelque chose qui lui rappelait ses propres œuvres, gardées et oubliées dans son atelier abandonné. La femme représentée lui semblait étrangement familière, comme l'écho d'un souvenir, lointain. Ses yeux avaient une expression qu'il connaissait, qui le poursuivait dans ses cauchemars, des yeux qui lui rappelaient Hélène. Richard sentit ses mains trembler. Hélène, sa fiancée, sa muse, sa plus grande inspiration. La femme partit trop tôt, emportant avec elle ses couleurs, ses rêves, sa capacité à créer. Et maintenant, dans ces toilettes froides de son entreprise, il tenait un portrait qui semblait dialoguer directement avec son âme blessée. Un sanglot plus fort de la jeune femme le ramena à la réalité. Elle ne l'avait toujours pas remarqué. Perdu dans son propre monde de douleur, Richard laissa délicatement le dessin par terre et recula, son esprit fonctionnant frénétiquement. « Monsieur Mercier ?» La voix de sa secrétaire résonna dans le couloir. « La réunion. »« Annulez mes rendez-vous de l'après-midi, » ordonna-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Et apportez-moi le dossier de la candidate qui était prévue pour un entretien ce matin. »« Mais monsieur, vous avez vous-même demandé d'annuler... »« Maintenant, » coupa-t-il, son ton n'admettant aucune contestation. De retour dans son bureau, Richard trouva le dossier sur son bureau en quelques minutes. Marie Leroy, 23 ans, née et élevée en banlieue parisienne, diplômée en design avec une bourse complète, notes exemplaires, expérience limitée à des travaux freelance et un stage dans une petite agence. Il prit le téléphone et composa le numéro du département des ressources humaines. « Je veux que vous contactiez Marie Leroy. Offrez-lui un stage dans le département créatif. Non, pas besoin qu'il soit rémunéré initialement. Juste, ramenez-la. » Marie fixait l'email sur son téléphone pour la 10e fois, n'arrivant toujours pas à croire ce qu'elle lisait. Le message du département des ressources humaines d'Arte France lui offrait un stage dans le département créatif, commençant la semaine suivante. Ce n'était pas rémunéré, mais offrait des tickets restaurants et une carte de transport, suffisant pour qu'elle puisse s'en sortir, surtout si elle continuait ses travaux freelance pendant son temps libre. « Tu vas accepter, hein, sa meilleure amie Julie ?» demanda en servant plus de café dans la tasse usée. Elles étaient assises dans la petite cuisine de l'appartement qu'elles partageaient en banlieue, où l'odeur du café frais tentait de masquer celle de la moisissure sur les murs. « Je ne sais pas, Julie. » Marie se mordit la lèvre pensive. « Après tout ce désastre qu'il m'envoie simplement cet email, il y a quelque chose d'étrange. Ce qui est étrange, c'est que tu y réfléchisses encore. C'est Arte France, Marie. La plus grande agence du pays. Tu sais combien de portfolios ils reçoivent par jour? S'ils te donnent cette chance... » Marie soupira, passant ses doigts sur le bord ébréché de la tasse. « Et comment je vais me nourrir sans salaire? De la même façon que tu le fais maintenant, avec tes freelances, sauf que maintenant tu auras l'expérience d'Arte France sur ton CV. Réfléchis,
Ça peut ouvrir 1000 portes. L'argument de Julie avait du sens. Marie regarda le mur de la cuisine où elle avait accroché certaines de ses illustrations préférées. Parmi elles, le portrait de sa mère souriait sereinement, comme pour l'encourager à prendre la décision. Le lundi suivant, Marie était de retour dans l'imposant immeuble d'Arte France, cette fois vêtue d'une tenue plus simple, mais néanmoins présentable. L'ascenseur était toujours en maintenance, mais elle était arrivée avec 40 minutes d'avance, déterminée à ne pas être en retard à nouveau. En arrivant au 15e étage, elle fut accueillie par une femme différente de la secrétaire précédente. Celle-ci avait un sourire sincère et se présenta comme Claire, assistante du département créatif. « Je vais tout te montrer », dit Claire, guidant Marie à travers les couloirs. « Les gens ici sont plutôt sympas, à part quelques dinosaures, bien sûr. Mais en général, si tu fais du bon travail, personne ne t'embête. » Le département créatif occupait la moitié de l'étage, avec plusieurs postes de travail divisés par des cloisons basses. Les murs étaient recouverts d'affiches de campagne primées et il y avait une énergie vibrante dans l'air, même à cette heure du matin. « Voici ton bureau », Claire indiqua un poste dans le coin, près de la fenêtre. « Nous venons de mettre à jour tous les ordinateurs, donc tu auras accès aux meilleurs programmes. Richard, je veux dire Monsieur Mercier a insisté pour que le département créatif ait toujours les équipements les plus modernes. » Marie installa ses affaires au bureau désigné, se sentant encore comme si elle était dans un rêve. L'ordinateur était plus puissant que tout ce qu'elle avait utilisé auparavant et il y avait une tablette graphique flambant neuve qui l'attendait. « Ça, c'est le bureau du patron. » Claire pointa vers une porte en verre dépolie au bout du couloir. « Il apparaît rarement ici. Il préfère rester au dernier étage. Mais quand il vient... » Elle baissa la voix en un murmure. « Il vaut mieux que tout le monde soit concentré. Il a des yeux dans le dos, je te jure. » Les premières heures passèrent, dans un flou de présentations, de formulaires à remplir et d'instructions sur les procédures de l'entreprise. Marie observait tout avec attention, déterminée à ne commettre aucune erreur. Sa première tâche serait d'aider à la création d'une campagne pour une marque de cosmétiques. Rien de très complexe, juste quelques études initiales de mise en page. Pendant le déjeuner, Claire l'invita à manger à la cafétéria de l'entreprise. Tout en mangeant, Marie remarqua un mouvement différent parmi les employés, des chuchotements, des regards nerveux en direction des ascenseurs. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Claire. « Le patron est dans le bâtiment » répondit Claire, ajustant inconsciemment ses cheveux. « Normalement, il n'apparaît que lors des réunions importantes, mais aujourd'hui... » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, un silence soudain s'empara de la cafétéria. Marie se retourna pour voir ce qui avait provoqué cette réaction, et son cœur s'arrêta un instant. Richard Mercier venait d'entrer dans la pièce, sa présence dominant l'espace comme un champ magnétique. Grand, élégant dans son costume impeccable, il portait une aura d'autorité naturelle. Mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention de Marie. Des yeux profonds, marqués par une tristesse qu'aucun succès professionnel ne semblait capable d'effacer. Pendant un bref moment, leurs regards se croisèrent. Marie sentit un frisson parcourir son échine en reconnaissant l'homme qui aurait dû l'interviewer ce jour fatidique. Mais il y avait quelque chose de plus dans ce regard, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Un mélange de reconnaissance et de douleur. Le moment passa trop vite. Richard détourna le regard et poursuivit son chemin, s'arrêtant seulement pour échanger quelques mots avec l'un des directeurs. Marie reporta son attention sur son assiette, mais son esprit tournait à toute allure. Pourquoi avait-elle l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qui apparaissait? Et pourquoi, alors qu'ils n'avaient jamais conversé, ressentait-elle comme si elle connaissait déjà ce regard triste quelque part dans le passé? Richard ferma la porte de son bureau au dernier étage et desserra sa cravate, sentant le poids de la journée sur ses épaules. L'image de la jeune stagiaire à la cafétéria ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose au-delà du talent artistique qu'il avait entrevu ce jour-là dans les toilettes, quelque chose qui le perturbait profondément. Il marcha jusqu'à la grande fenêtre qui dominait tout un mur, observant la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Paris, avec son ciel éternellement grisâtre, semblait refléter son état d'esprit. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait abandonné les pinceaux, depuis qu'il avait transformé sa douleur en un empire d'entreprise. 20 ans à essayer d'oublier.
Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» ordonna-t-il, sans se retourner. « Monsieur Mercier !» La voix de son assistante personnelle résonna avec hésitation. « J'ai apporté les rapports que vous avez demandés sur la nouvelle stagiaire. » Richard se retourna lentement, prenant le dossier qu'elle lui tendait. « Merci, Béatrice. Vous pouvez partir. » À nouveau seul, il ouvrit le dossier et commença à examiner les documents avec plus d'attention qu'il n'en avait jamais accordé à aucun recrutement auparavant. Marie Leroy, née et élevée à Saint-Denis, mère décédée quand elle avait 15 ans. Père, inconnu. Ses mains tremblèrent, légèrement en tournant la page et en trouvant une vieille photo jointe au dossier. C'était une coupure de journal datant de près de 2 décennies, montrant une femme à l'apparence sereine, la même que celle du portrait à l'aquarelle qu'il avait vu dans le portfolio de Marie. La légende identifiait Hélène Leroy, artiste peintre prometteuse, part prématurément laissant une petite fille. Richard sentit l'air manqué dans ses poumons. Hélène Leroy, le nom qu'il avait passé 20 ans à essayer d'oublier, qui hantait ses rêves et avait détruit sa capacité à créer. Hélène, sa première élève à l'école des Beaux-Arts, son premier véritable amour, avant de rencontrer Béatrice, sa fiancée qui était aussi partie trop tôt. Mais il y avait plus, bien plus. Des souvenirs qu'il avait enterrés au fond de son esprit commencèrent à émerger comme des bulles dans l'eau bouillante. Hélène avait été plus que son élève. Elle avait été sa confidente, son inspiration à un moment crucial de sa carrière. Et puis, lors de cette exposition fatidique, Richard ferma le dossier avec force, comme s'il pouvait ainsi contenir les souvenirs qui menaçaient de déborder. Il se leva brusquement et alla vers un petit bar discret dans le coin du bureau, se servant un doigt de whisky. Le liquide ambré brillait dans le verre comme les yeux d'Hélène cette dernière nuit. « Impossible », murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Mais si. Marie n'était pas juste une jeune artiste talentueuse, elle était la fille d'Hélène, la fille de la femme qu'il... Le son du téléphone l'arracha à ses sombres pensées. C'était Claire, du département. Créatif. « Monsieur Mercier, désolé de vous déranger, mais la nouvelle stagiaire, Marie Leroy, elle vient de présenter quelques études préliminaires pour la campagne de cosmétiques et, eh bien, vous devez voir ça. » Richard ferma les yeux un moment, sentant le poids de l'ironie du destin. « Envoyez-les à mon email », instruisit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Quelques minutes plus tard, il fixait l'écran de son ordinateur où les dessins de Marie brillaient avec une force qu'il n'avait pas vue depuis des années. La technique était différente de celle d'Hélène, plus moderne, plus audacieuse, mais il y avait quelque chose là, quelque chose qui ne pouvait être qu'hérité, une manière unique de capturer la lumière, de traduire les émotions en traits. Une succession de souvenirs le frappa comme un train à grande vitesse. Hélène montrant ses premiers travaux à l'école, son sourire timide quand il complimentait sa technique, les longues conversations sur l'art et la vie au café du coin, et puis le concours à la décision qu'il avait prise, la dernière fois qu'il l'avait vue. Richard reprit le téléphone, ses mains tremblant légèrement. « Béatrice, annulez tous mes rendez-vous de cette semaine et préparez un dossier. Avec toutes les archives que nous avons sur Hélène Leroy, toutes. » Il savait qu'il remuait un nid de guêpes, que certaines vérités devraient rester enterrées. Mais maintenant, il était trop tard. Le destin avait amené la fille d'Hélène jusqu'à lui, et avec elle, toutes les ombres du passé qu'il s'était tant efforcé d'oublier. Marie était concentrée à son bureau, finalisant quelques études supplémentaires pour la campagne de cosmétiques, quand Claire apparut, pratiquement en sautillant d'excitation. « Tu ne vas pas le croire », s'exclama-t-elle, baissant ensuite la voix. « Richard Mercier a demandé à voir personnellement tes travaux. Tous. Et plus encore, il veut que tu prépares une présentation complète pour demain. » Le pinceau numérique que Marie tenait faillit lui échapper des mains. « Comment ça? Mais je ne suis qu'une stagiaire. » « Exactement. Ça n'est jamais arrivé avant. Il ne s'intéresse jamais aux travaux des stagiaires. En fait, il apparaît à peine dans le département créatif depuis... » Claire s'arrêta brusquement, comme si elle en avait trop dit. « Depuis quand? Je ne sais pas vraiment, » détourna Claire, mais son visage trahissait qu'il y avait plus dans cette histoire. « C'était avant mon temps ici. Mais écoute, tu devrais être heureuse. C'est une opportunité unique. » Marie acquiesça, essayant d'ignorer la boule au ventre que la nouvelle avait provoquée.
Il y avait quelque chose dans le regard de Richard Mercier qui l'intriguait et l'effrayait en même temps, comme s'il savait quelque chose sur elle qu'elle-même ignorait. Elle passa le reste de la journée à organiser son travail, sélectionnant ses meilleures pièces. Parmi elles, elle hésita avant d'inclure le portrait de sa mère. Cette illustration provoquait toujours des réactions intenses chez les gens, et quelque chose lui disait que cette fois ne serait pas différente. À la fin de la journée, quand presque tout le monde était déjà parti, Marie décida de faire une dernière révision de son matériel. L'étage était silencieux, éclairé seulement par la lumière de fin d'après-midi qui entrait par les fenêtres. C'est alors qu'elle remarqua une porte entr'ouverte au bout du couloir, une salle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Poussée par une curiosité qu'elle ne put contenir, Marie s'approcha silencieusement. La plaque sur la porte indiquait « Archives historiques ». À travers l'entrebâillement, elle pouvait voir d'anciennes étagères remplies de dossiers et de portfolios poussiéreux. Elle poussa légèrement la porte, qui s'ouvrit avec un grincement doux. L'odeur de vieux papiers et de souvenirs gardés remplit ses poumons. Les murs étaient couverts d'anciennes affiches, des campagnes primées qui avaient fait l'histoire de la publicité française. Mais ce fut un dossier tombé au sol qui attira son attention. En le ramassant, son cœur faillit s'arrêter. Sur la couverture, en lettres déjà décolorées, était écrit « Exposition Nouvel Art, 1998 ». Et juste en dessous, une liste de noms. Parmi eux, souligné en rouge, Hélène Leroy. « Maman », murmura Marie, ses mains tremblant en ouvrant le dossier. À l'intérieur, elle trouva d'anciennes photos d'une exposition d'art. Son regard parcourut les images en noir et blanc jusqu'à s'arrêter sur une qui glaça son sang. Sa mère était là, beaucoup plus jeune, souriant aux côtés d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. Un Richard Mercier des décennies plus jeunes, avec des pinceaux à la main et un sourire qu'elle n'avait jamais vu sur son visage actuel. Sur la photo suivante, ils apparaissaient à nouveau, mais il y avait maintenant une troisième personne, une femme élégante que Marie ne connaissait pas. Tous trois semblaient heureux, insouciants, comme si l'avenir n'était qu'une promesse brillante à l'horizon. « Que faites-vous ici » La voix grave et autoritaire fit sursauter Marie. Richard Mercier se tenait dans l'encadrement de la porte, sa silhouette se découpant contre la lumière du couloir. Son visage était pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Je suis désolé », bégaya Marie, laissant tomber le dossier. Les photos s'éparpillèrent sur le sol comme des feuilles d'automne. « Je ne faisais que... »« Sortez », ordonna-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Maintenant !» Marie courut hors de la salle, son cœur battant la chamade. Mais avant de tourner au coin du couloir, elle put voir une dernière fois l'expression sur le visage de Richard. Ce n'était pas de la colère qu'elle voyait dans ses yeux, c'était de la peur. Une peur profonde et ancienne, comme si le passé avait finalement rattrapé le présent. De retour à son bureau, Marie rassembla ses affaires d'une main tremblante. Son esprit bouillonnait de questions. Comment sa mère connaissait-elle Richard? Mercier? Pourquoi n'avait-il jamais mentionné cela? Et qui était cette autre femme sur la photo? Plus important encore, pourquoi avait-elle l'impression qu'elle venait de trébucher sur un secret qui aurait dû rester enterré dans le passé? Richard resta dans la salle des archives pendant de longues minutes après le départ de Marie, ses yeux fixés sur les photographies éparpillées au sol. Chaque image était comme un coup de poignard dans sa poitrine, ramenant à la surface des souvenirs qu'il s'était tant efforcé d'enterrer. D'une main tremblante, il ramassa la photo qui le tourmentait le plus, lui, Hélène et Béatrice, sa défunte fiancée souriant devant une toile vierge. Ce moment figé dans le temps quand tout était encore possible, quand l'avenir semblait aussi brillant que les couleurs sur sa palette. « Monsieur Mercier ?» La voix de son assistante actuelle le ramena au présent. « Vous allez bien ? Vous êtes ici depuis des heures. » Richard se ressaisit, rangeant rapidement les photos dans le dossier. « Annulez la présentation de demain, » ordonna-t-il, la voix rauque, « et préparez mon transfert au bureau de Londres, immédiatement. »« Mais monsieur, le projet des cosmétiques, confiez-le à Thomas. Il peut superviser la stagiaire. » Richard passa devant elle sans regarder en arrière, laissant une traînée de tension dans l'air. Dans son appartement luxueux, au sommet de l'un des immeubles les plus exclusifs de Paris, Richard se servit un autre verre, tout en observant la ville nocturne à travers les fenêtres du sol au plafond. L'appartement était décoré avec un minimalisme presque obsessionnel. Il n'y avait pas une seule œuvre d'art au mur, aucune photo,
aucune couleur au-delà des tons de gris et de noir. Sauf pour une porte verrouillée au bout du couloir. Une porte qu'il n'avait pas ouverte depuis 20 ans. Cette nuit-là, cependant, quelque chose avait changé. La rencontre avec Marie, les vieilles photos, tout conspirait pour briser les barrières qu'il avait si méticuleusement construites au fil des années. D'un pas hésitant, Richard marcha jusqu'à la porte interdite. La clé, qu'il portait toujours, sur lui comme une pénitence, pesait dans sa poche. Quand il l'inséra enfin dans la serrure, ses mains tremblaient, tellement qu'il réussit à peine à la tourner. L'odeur de peinture séchée et de souvenirs poussiéreux le frappa comme une vague. Voilà son ancien atelier, préservé exactement comme il l'avait laissé 2 décennies auparavant. Des toiles couvertes de draps blancs, des pinceaux desséchés dans des pots en verre, une palette encore avec des restes des dernières couleurs qu'il avait mélangées. Et sur le mur principal, couvert par un tissu sombre, le tableau. Ce tableau. Richard s'approcha lentement, comme en transe. Ses doigts effleurèrent le tissu, hésitèrent, puis, d'un mouvement soudain, le tirèrent. La toile révélée le fit chanceler. C'était un double portrait, Hélène et Béatrice, peintes dans son style caractéristique d'alors. Leurs silhouettes se fondant dans une danse de lumière et d'ombre. Il avait commencé comme un cadeau de fiançailles pour Béatrice, une façon d'unir les 2 femmes les plus importantes de sa vie à cette époque. Mais il s'était transformé en sa dernière œuvre, achevée la nuit où tout avait changé. « Pourquoi a-t-elle dû revenir ?» murmura-t-il dans le silence de l'atelier. « Pourquoi sa fille ?» Ses yeux parcoururent les détails de la peinture, s'arrêtant sur les yeux d'Hélène, les mêmes yeux qui le poursuivaient maintenant à travers le visage de Marie, des yeux qui gardaient un secret, une vérité qu'il s'était efforcé d'oublier. Le téléphone sonna dans sa poche, le faisant sursauter. C'était un message de son assistante. « Billet pour Londres confirmé pour demain soir. Dois-je prévenir le département ?» Richard regarda une fois de plus le tableau, les visages des 2 femmes qui avaient défini sa vie, et prit une décision. Fuir à Londres n'effacerait pas le passé. Pas cette fois. Marie méritait de connaître la vérité, même si cette vérité pouvait détruire tout ce qu'il avait construit. D'une main tremblante, il tapa sa réponse, annulait les billets et programmait une réunion privée avec Marie Leroy pour demain 1er heure. Il était temps d'affronter les fantômes qui le poursuivaient depuis si longtemps, même si cela signifiait tout perdre à nouveau. Marie arriva à Harte-France plus tôt que d'habitude ce matin-là, ses mains tremblant encore en tenant le gobelet de café qu'elle avait acheté à la boulangerie du coin. Le message qu'elle avait reçu la veille au soir ne lui avait pas permis de dormir. Réunion avec Richard Mercier, 7h30, salle de la présidence. Là, le dernier étage du bâtiment était différent de tout ce qu'elle avait vu dans l'entreprise. Le luxe était discret, mais imposant. Les murs, contrairement aux étages inférieurs remplis d'art et d'affiches, étaient dépourvus de toute décoration. Le silence était presque palpable. L'assistante de Richard, une femme d'âge moyen à l'expression sérieuse, la conduisit jusqu'à une salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. « Il arrive », informa-t-elle, la laissant seule avec ses pensées et le lever du soleil qui teintait le ciel de Paris de tons orangés. Marie sortit de son sac l'objet qu'elle avait contemplé toute la nuit, une vieille photo de sa mère, très semblable à celle qu'elle avait trouvée dans les archives. Hélène y souriait à l'objectif, assise devant une toile vierge, pinceau en main et yeux brillants de possibilités. Elle a toujours préféré peindre à l'aube. La voix de Richard la fit sursauter. Il se tenait à la porte, semblant plus humain et vulnérable que d'habitude dans son costume impeccable. Ses cernes trahissaient qu'il n'avait pas dormi non plus. « Comment le savez-vous » demanda Marie, sa voix dépassant à peine un murmure. Richard marcha lentement jusqu'à la fenêtre, son regard perdu dans l'horizon. « Parce que j'étais là. Tous les matins, pendant presque 2 ans, je l'observais peindre pendant que le soleil se levait. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de 2 décennies de secrets non dits. Marie sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Votre mère, continua Richard, la voix émue, était mon élève à l'école des beaux-arts, la plus talentueuse que j'ai jamais eue. Elle avait quelque chose qui ne s'enseigne pas, une façon unique de voir le monde, de traduire les émotions en couleurs. » Marie observait chacun de ses mouvements, chaque expression qui traversait son visage tandis que les souvenirs émergeaient. Nous sommes devenus proches, je la guidais, l'encourageais.
Elle m'a fait redécouvrir l'amour de l'art que j'avais perdu dans la bureaucratie académique. Il fit une pause, comme si les mots suivants étaient trop difficiles. Et puis j'ai rencontré Béatrice, la femme de la photo, murmura Marie. Oui, Béatrice était propriétaire d'une galerie importante. Elle a vu le travail d'Hélène et, eh bien, nous sommes tombés amoureux. C'était une époque intense. Moi, partagé entre mon élève la plus brillante et la femme qui avait volé mon cœur. Richard se tourna finalement pour la regarder, ses yeux brillants de larmes contenues. Votre mère a été la première à s'en apercevoir. Elle a vu en Béatrice quelque chose que moi, aveuglé par la passion, je ne pouvais pas voir. Elle a essayé de m'alerter sur certaines incohérences dans les affaires de la galerie. Marie sentait chaque mot comme une pièce de puzzle s'emboîtant, formant une image qu'elle n'avait jamais imaginé exister. Il y avait un concours important. Poursuivit-il, sa voix maintenant presque un chuchotement. Le prix était une exposition internationale. Hélène était inscrite. Son travail était extraordinaire, révolutionnaire même. Mais Béatrice, il déglutit. Béatrice avait d'autres plans. Que s'est-il passé? Demanda Marie, même en redoutant la réponse. Votre mère a découvert que Béatrice manipulait le concours. Ce n'était pas la première fois. La galerie était impliquée dans un système de blanchiment d'argent à travers des œuvres d'art surévaluées. Hélène a menacé de tout exposer. Richard passa ses mains sur son visage, comme s'il essayait d'effacer les souvenirs. Je ne l'ai pas cru. J'ai choisi de rester aux côtés de Béatrice. J'ai utilisé mon influence pour disqualifier le travail d'Hélène du concours. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Marie. Pourquoi? Parce que j'étais lâche, parce que j'étais amoureux, parce que... Il hésita, la regardant directement dans les yeux. Parce que votre mère était enceinte, Marie, de moi. Le monde de Marie semblait avoir cessé de tourner. Les mots de Richard résonnèrent dans son esprit comme une cloche assourdissante. Ses jambes faiblirent et elle dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. « Non, balbutia-t-elle. C'est impossible. Hélène me l'a dit le soir des résultats. Du concours, continua Richard, sa voix chargée de remords. Elle est venue à mon atelier, dévastée non par la défaite, mais par ma trahison. C'est alors qu'elle m'a révélé sa grossesse. Marie ferma les yeux, des souvenirs de son enfance défilant comme un film dans son esprit. Sa mère, évitant toujours de parler de son père, changeant de sujet quand elle posait des questions, gardant une tristesse silencieuse dans les yeux quand elle observait ses premiers dessins. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Sa voix sortit entrecoupée. Parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. Richard s'approcha de la table, s'appuyant lourdement sur une chaise. Cette nuit-là, après qu'elle ait quitté l'atelier, Béatrice est apparue. Elle nous avait suivis. La discussion a été intense. Il fit une pause, comme si les mots suivants étaient physiquement douloureux à prononcer. Béatrice a menacé de détruire non seulement la carrière d'Hélène, mais aussi son avenir. Elle avait des connexions, de l'influence. J'ai conclu un accord avec elle. Quel genre d'accord? Demanda Marie, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas connaître la réponse. J'abandonnerai l'art. Je me consacrerai exclusivement aux affaires de la galerie, la transformant en la plus grande agence de publicité du pays. En échange, elle laisserait Hélène tranquille et, il déglutit difficilement, je ne chercherai plus jamais à vous contacter. Marie se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville en bas continuait son rythme frénétique, indifférente au séisme émotionnel qui se produisait dans cette salle. « Ma mère », commença-t-elle, la voix tremblante, « elle n'a plus jamais peint après cela. Elle s'est consacrée à donner des cours d'art dans des écoles publiques. Elle disait toujours que le véritable art consistait à inspirer les autres à créer. » Richard ferma les yeux, comme si chaque mot était un coup de poignard. Hélène a toujours été meilleure que nous tous. Elle a transformé sa douleur en quelque chose de positif. Je me suis simplement caché derrière des murs de verre et de béton. « Et Béatrice ?» demanda Marie, toujours dos à lui. Elle est partie quelques années plus tard. Un accident de voiture sur le périphérique. Sa voix était distante, comme s'il parlait d'un rêve ancien. La culpabilité la consumait. Dans ces derniers jours, elle a tout avoué. Le système de la galerie, les manipulations, comment elle avait planifié chaque détail pour maintenir son empire. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Marie se retourna enfin, regardant l'homme qu'elle venait de découvrir être son père. Pour la première fois, elle pouvait voir clairement les ressemblances, pas seulement physiques, mais dans la façon dont tous deux portaient leur art comme une croix, une bénédiction et une malédiction. « Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que quand j'ai vu vos dessins, quand j'ai reconnu le talent d'Hélène dans chacun de vos traits, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser le passé enterré. Vous méritiez de connaître la vérité. » Il hésita, puis continua. « Et parce que je suis fatigué de vivre entouré de murs vides, prétendant que l'art ne coule pas dans mes veines, dans nos veines. » Marie marcha lentement jusqu'à son sac en sortant son portfolio. D'une main tremblante, elle l'ouvrit à la page du portrait de sa mère, le même qui avait attiré l'attention de Richard ce jour-là dans les toilettes. « Elle n'a jamais cessé d'aimer l'art, » dit doucement Marie. « Et elle n'a jamais cessé de parler de vous, pas par votre nom, mais à travers les histoires qu'elle racontait sur un artiste qui avait perdu son chemin, mais qui le retrouverait un jour. » Richard s'approcha du portrait, ses doigts flottant au-dessus du papier, comme s'il craignait que le toucher puisse faire disparaître l'image. « Elle a toujours eu trop foi en moi. »« Peut-être, » répondit Marie. « Est-il temps d'avoir foi en nous-mêmes ?» Les jours qui suivirent, la révélation furent un tourbillon d'émotions pour Marie. Elle continuait à aller travailler, remplissant ses obligations de stagiaire, mais chaque couloir d'Arte France semblait maintenant raconter une histoire différente. Chaque regard de Richard, même à distance, portait le poids de 2 décennies de secrets. « Tu es différente », remarqua Julie un soir, alors qu'elle partageait un dîner improvisé dans leur petit appartement. Il s'est passé quelque chose. À l'agence, Marie contempla ses pattes instantanées, réfléchissant à comment expliquer quelque chose qu'elle-même était encore en train d'assimiler. « Tu te souviens quand tu as dit que je devrais en découvrir plus sur mon père ?» Julie posa sa fourchette, les yeux écarquillés. « Ne me dis pas que... » « Richard Mercier, » dit Marie, les mots sonnant encore étrangement dans sa bouche. « Le propriétaire d'Arte France est mon père. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit lointain de la circulation au dehors. Julie ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de pouvoir parler. « Marie, c'est incroyable. Comment l'as-tu découvert ?» Marie raconta tout, les photos dans les archives, la conversation dans la salle de réunion, l'histoire de sa mère avec Richard et Béatrice. En parlant, elle se rendit compte que des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Le plus étrange, » conclut-elle, essuyant ses yeux, « c'est que maintenant, je comprends tant de choses. Pourquoi ma mère avait toujours ce regard distant? Quand je lui montrais mes dessins, pourquoi elle insistait tant pour que je n'abandonne jamais l'art, même quand tout semblait impossible? » Le lendemain, en arrivant à l'agence, Marie trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, il y avait une clé et un mot avec la calligraphie élégante de Richard. « 18e étage, salle 1802, si vous voulez. » Le 18e étage était une zone de l'agence qu'elle ne connaissait pas. Quand elle ouvrit la porte de la salle 1802, son cœur faillit s'arrêter. C'était un studio d'art complet, avec des chevalets, des toiles vierges, tous les types de peintures et de matériaux dont elle n'avait que rêvé d'utiliser. « C'était mon ancien studio. » La voix de Richard retentit derrière elle. « Il est resté fermé pendant 20 ans. » Marie se retourna, observant l'homme qu'elle savait maintenant être son père. Il semblait différent, plus léger peut-être, comme si partager la vérité avait retiré un poids invisible de ses épaules. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est votre droit, » répondit-il, entrant dans la salle. « Et parce que... » Il hésita, puis continua. « Parce que j'ai pensé que nous pourrions utiliser cet espace. Ensemble. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi faire ?»« Pour créer, » dit simplement Richard. « Vous avez le talent de votre mère, Marie. Et moi, j'ai besoin de redécouvrir l'artiste que j'ai enterré il y a si longtemps. » Il marcha vers une zone couverte par un drap au fond du studio. En le retirant, il révéla une toile inachevée, le double portrait d'Hélène et Béatrice qu'il n'avait jamais terminé. « Ce fut ma dernière œuvre, » expliqua-t-il, la voix émue. « Je n'ai jamais pu la terminer. Mais maintenant, il se tourna vers Marie, ses yeux brillants de ce qui semblait être de l'espoir. Maintenant, je pense que nous pourrions peut-être créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore le passé mais qui regarde vers l'avenir. » Marie s'approcha de la toile, ses doigts traçant légèrement les
contours du visage de sa mère. La peinture, même inachevée, capturait parfaitement l'essence d'Hélène, sa force douce, sa bonté inébranlable. Elle disait souvent, Marie parla doucement, que l'art véritable ne vient pas de la technique, parfaite, mais du courage d'être vulnérable. Richard sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage. « Votre mère a toujours été la plus sage d'entre nous. » Alors, Marie prit un pinceau, le faisant tourner entre ses doigts comme sa mère avait l'habitude de le faire. « Par où commençons-nous »« Par le commencement, » répondit Richard, prenant un autre pinceau. « Toujours par le commencement. » Et ainsi, père et fille, séparés par 2 décennies de secrets et de silence, commencèrent à peindre ensemble, laissant l'art faire ce que les mots ne pouvaient pas toujours faire, guérir, connecter, reconstruire. Les semaines suivantes apportèrent une transformation subtile, mais profonde, à Arte France. Les employés les plus anciens commencèrent à remarquer des changements dans le comportement de Richard. L'homme autrefois connu pour sa froideur et sa distance pouvait désormais être vu régulièrement dans le département créatif, ses manches retroussées et tachées de peinture, discutant de concepts artistiques avec l'équipe. Le studio du 18e étage devint un sanctuaire pour père et fille. Chaque matin, avant que la journée officielle ne commence, ils s'y retrouvaient pour peindre. Au début, le silence était gênant, chargé de mots non dits et d'années perdues. Mais peu à peu, coup de pinceau après coup de pinceau, les barrières se dissolvaient. « Votre mère avait cette même façon de mélanger les couleurs », commenta Richard un matin, observant Marie travailler sur une toile, comme si elle créait un nouveau langage avec elle. Marie sourit sans détourner les yeux de son travail. Elle disait toujours que chaque couleur a sa propre histoire à raconter. Le secret est de savoir écouter. À une autre occasion, alors qu'il nettoyait les pinceaux après une session particulièrement productive, Richard trouva enfin le courage de poser la question qui le tourmentait. « Comment ont été ces derniers jours ?» demanda-t-il doucement. « Votre mère a-t-elle souffert ?» Marie arrêta ce qu'elle faisait, respirant profondément avant de répondre. Elle était en paix. Elle a continué à donner des cours jusqu'à la fin, toujours avec un sourire. La dernière semaine, elle a demandé à installer un petit atelier dans le jardin de la maison. Elle a passé des jours à peindre un dernier tableau. Et qu'est-il advenu de cette toile? Elle est gardée à la maison. Elle m'a demandé de ne l'ouvrir que lorsque je trouverai mon propre chemin dans l'art. Marie fit une pause, puis ajouta « Je pense que c'est maintenant le moment ». Le lendemain, Marie apporta le tableau emballé au studio. Richard était là, attendant, son visage un masque d'attente et d'appréhension. Ensemble, ils retirèrent le papier qui protégeait la dernière œuvre d'Hélène. Le tableau les laissa sans voix. C'était un autoportrait, mais pas du type conventionnel. Hélène s'était peinte de dos, devant une toile vierge. À ses côtés, 2 silhouettes également de dos. Une plus petite, clairement Marie, et une autre qui ne pouvait être que Richard. Les 3 silhouettes étaient connectées par des fils de lumière colorés, comme si leurs énergies créatives étaient entrelacées à travers le temps et l'espace. Dans le coin inférieur du tableau, un message écrit avec la calligraphie délicate d'Hélène. « L'art est un cercle qui ne se ferme jamais. Continuez à peindre notre histoire. » Richard dut s'asseoir, ses jambes tremblantes. « Elle savait, murmura-t-il. Elle a toujours su qu'un jour nous nous retrouverions. » « Elle n'a jamais perdu la foi, » répondit Marie, la voix émue. « Ni en vous, ni en l'art. » Cette révélation marqua un nouveau chapitre dans leur relation. Le tableau d'Hélène fut accroché dans le studio, servant de rappel constant du pouvoir de transformation de l'art et de l'amour. Les changements commencèrent à se refléter aussi dans les travaux de l'agence. Richard, inspiré par la connexion, renouvelé avec son essence artistique, mit en place un programme de mentorat pour les jeunes artistes de banlieue. Le département créatif gagna une nouvelle énergie, une fusion entre l'expérience d'entreprise et l'authenticité artistique qu'Hélène avait toujours défendue. Un matin particulièrement significatif, Richard arriva au studio portant un ancien dossier. « J'ai trouvé ceci hier soir, dit-il, le tendant à Marie. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'esquisses et d'études réalisées par Hélène durant son époque à l'école des Beaux-Arts, toutes soigneusement préservées. Elle avait un projet, expliqua-t-il, sa voix douce avec le souvenir.
Elle voulait créer un espace où l'art et la publicité pourraient coexister sans compromettre l'intégrité de l'un ou de l'autre. À l'époque, j'ai pensé que c'était un rêve naïf. Marie feuilletait les papiers avec révérence, reconnaissant dans les traits de sa mère les graines de ce qu'elle-même essayait d'exprimer dans son travail. Peut-être, suggéra-t-elle, n'est-il pas trop tard pour réaliser ce rêve? Richard regarda sa fille, voyant en elle non seulement le reflet d'Hélène, mais aussi un pont vers l'avenir qu'il avait abandonné il y a si longtemps. Non, acquiesça-t-il, il n'est pas trop tard. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs d'Arte France. Le département créatif était sur le point de connaître une révolution. Richard Mercier avait convoqué une réunion générale, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Les murmures entre les employés étaient intenses, surtout quand ils virent Marie aider à organiser l'auditorium principal. « On dit qu'il a souri hier », chuchota Claire à un groupe de collègues. Souris vraiment, pas ce sourire protocolaire de réunion avec un client. Le matin de la réunion, l'auditorium était plein. Des employés de tous les départements se serraient sur les chaises, certains même debout sur les côtés. L'air était chargé d'attente. Richard monta sur scène, paraissant simultanément le même puissant directeur de toujours, et quelqu'un de complètement différent. Ses manches étaient légèrement tachées de peinture, et il y avait une énergie différente dans ses mouvements. « Pendant 20 ans, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'environnement silencieux, Arte France s'est construite sur un mensonge. Le mensonge que l'art et les affaires sont des mondes incompatibles, que nous devons choisir entre créer et prospérer. » Un murmure parcourut l'audience. Richard continua. « Aujourd'hui, cela change. Nous lançons un nouveau programme dans l'agence, le projet Hélène. » Au premier rang, Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait le projet. Elle avait aidé à le développer ces dernières semaines. Mais entendre le nom de sa mère prononcé publiquement par son père avait un poids spécial. « Le projet Hélène sera un incubateur de talents artistiques », expliqua Richard, sa voix gagnant en force. « Nous irons chercher de jeunes artistes dans les banlieues, les écoles publiques, les endroits où le talent est souvent étouffé par le manque d'opportunités. Ils recevront du mentorat, de l'équipement, un espace pour créer. Et plus important, ils auront une liberté artistique totale. » Les écrans de l'auditorium s'illuminèrent, montrant des images de l'ancien studio du 18e étage, maintenant transformé en un espace collaboratif vibrant. Les murs, autrefois vides, étaient couverts d'art incluant le tableau final d'Hélène. Chaque département d'Arte France sera invité à participer, poursuivit Richard. Nous voulons créer un véritable pont entre le monde des affaires et l'artistique. Non plus comme des mondes séparés, mais comme différentes facettes de la même pièce. Marie observait la réaction de l'audience. Elle voyait des visages surpris, certains sceptiques, mais beaucoup, surtout les plus jeunes, avec des yeux brillants de possibilités. Pour diriger ce projet, Richard fit une pause significative. J'ai invité quelqu'un qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter avec notre essence artistique. Quelqu'un qui porte dans ses veines le véritable esprit de ce projet. Il tendit la main vers le premier rang. « Marie, pourriez-vous me rejoindre ici ?» Le cœur de Marie semblait vouloir bondir de sa poitrine, tandis qu'elle montait les marches jusqu'à la scène. Les chuchotements dans l'audience augmentèrent. Tous connaissaient la jeune stagiaire arrivée quelques mois plus tôt, mais personne ne s'attendait à la voir là. « Marie Leroy », annonça Richard, sa voix chargée d'émotions contenues, « et plus que la coordinatrice du projet Hélène, elle est ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie vit clair dans l'audience, bouche bée, connectant mentalement tous les indices des dernières semaines. « Et elle, continua Richard, tout comme sa mère, Hélène Leroy m'a rappelé que le véritable art ne naît pas de la perfection technique ou du succès commercial. Il naît du courage d'être authentique, de mélanger des couleurs que personne n'a pensé à mélanger avant. » Marie prit le microphone, ses mains tremblant légèrement. « Le projet Hélène n'est pas seulement un programme d'incitation, dit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. C'est une déclaration qu'il est possible de créer sans compromettre notre essence. Ma mère croyait que l'art a le pouvoir de transformer les réalités. Aujourd'hui, nous faisons le premier pas pour prouver qu'elle avait raison. » La présentation continua avec des détails pratiques du projet, mais quelque chose de fondamental avait changé dans cette salle. Les murs invisibles qui séparaient la direction des employés, le commercial du créatif, commençaient à se dissoudre.
à la fin de la réunion, alors que les gens se dispersaient en commentant avec « Qu'animation !» Claire s'approcha de Marie avec des larmes dans les yeux. « Maintenant je comprends, dit-elle, embrassant son amie. Je comprends pourquoi tu as réussi à tout changer ici en si peu de temps. Tu ne travaillais pas seulement, tu guérissais d'anciennes blessures. » Marie rendit l'étreinte, observant par-dessus l'épaule de Claire son père conversant avec animation avec un groupe de designers. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait vraiment vivant. Les semaines qui suivirent l'annonce du projet Hélène furent un tourbillon d'activités. Le 18e étage d'Arte France se transforma en une fourmilière, créative, des murs étant abattus, littéralement et métaphoriquement, pour faire place au nouvel espace. Marie partageait son temps entre coordonner les rénovations, sélectionner les premiers participants au projet et continuer ses sessions matinales de peinture avec Richard. Ces matins tranquilles au studio étaient devenus un rituel sacré pour tous deux, un moment de connexion qui allait au-delà des mots. « Savez-vous ce qui me manque le plus d'elle ?» commenta Marie un de ces matins, tandis qu'ils travaillaient côte à côte sur leur toile. L'odeur de café à la cannelle qui remplissait toujours la maison quand elle commençait à peindre. Elle disait que chaque artiste a besoin de son propre rituel. Richard sourit, un geste qui venait maintenant plus naturellement. Elle m'a appris cela. Avant elle, je n'étais que technique, précision. Hélène m'a montré que l'art a besoin d'âme, de rituels propres. Cet après-midi-là, durant une réunion de sélection des premiers boursiers du projet, une candidate en particulier attira l'attention de tous. Anne-Laure, 16 ans, habitante d'une cité de la banlieue Est, avait envoyé un portfolio numérique, créé entièrement sur son téléphone portable. « Je n'ai pas d'ordinateur à la maison », expliqua-t-elle durant l'entretien par vidéo. « Alors, j'ai appris à dessiner sur mon téléphone. Parfois, je reste tard à l'école juste pour utiliser le Wi-Fi et rechercher de nouvelles techniques. » Marie échangea un regard significatif avec Richard. Tous deux reconnurent chez cette jeune fille la même faim de créer qui les motivait. « Tu serais notre première boursière adolescente », expliqua Marie. « Nous devrions adapter certains processus, obtenir l'autorisation de tes parents. »« Ma mère travaille dans 2 maisons de famille », interrompit Anne-Laure, ses yeux brillants de détermination. « Elle quitte la maison à 5 heures du matin, tous les jours pour que je puisse étudier et dessiner. Si vous me donnez cette chance, je promets de ne pas la gaspiller. » Richard, qui était resté silencieux jusque-là, se pencha en avant. « Anne-Laure, as-tu un rituel quand tu dessines ?» La question prit la jeune fille par surprise. « J'aime écouter le bruit de la pluie, » répondit-elle après un moment. « Quand il ne pleut pas, j'utilise une application sur mon téléphone qui imite ce son. Ça m'aide à me concentrer. » Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. Richard sourit, ce sourire rare qui apparaissait maintenant de plus en plus fréquemment. « Bienvenue au projet Hélène », dit-il simplement. La semaine suivante, Pavi s'entenda. Arrivant pour sa session matinale de peinture, Marie trouva une surprise dans le studio. Richard avait installé une petite machine à café dans le coin et l'arôme de cannelle remplissait l'air. « J'ai pensé que nous pourrions créer nos propres rituels », expliqua-t-il un peu maladroitement, en honorant les anciens et en créant de nouveaux. Marie serra son père dans ses bras, tachant de peinture le costume impeccable de celui-ci, quelque chose qui, quelques semaines auparavant, aurait été impensable, mais qui maintenant les fit simplement rire. Plus tard ce jour-là, observant Anne-Laure explorer émerveillé son nouvel espace de travail, avec une tablette graphique professionnelle et un ordinateur dernier cri, Marie pensa à sa mère. Dans le tableau qu'elle avait laissé, les 3 silhouettes de dos face à la toile vierge semblaient sourire, comme si elle savait que ce moment arriverait. « Penses-tu qu'elle serait fière ?» demanda Marie à Richard, qui observait la scène à ses côtés. « Elle l'a toujours été, » répondit-il doucement. « Même quand nous ne le savions pas, même quand nous étions perdus, Hélène n'a jamais cessé de croire que nous retrouverions notre chemin vers l'art, les uns vers les autres. » De l'autre côté du studio, Anne-Laure avait connecté son téléphone à une enceinte. Le son doux de la pluie remplit l'environnement, se mêlant à l'arôme de café à la cannelle. Un nouveau rituel commençait, tandis que les anciens résonnaient à travers le temps, des couleurs se mélangeant sur une toile qui ne finissait jamais d'être peinte. Le projet Hélène complétait son 1er mois, et la transformation d'Arte France était visible à chaque étage. Les murs autrefois monochromes affichaient maintenant des œuvres des boursiers, apportant couleur et vie au couloir corporatif.
Mais le plus grand changement pouvait être vu au 18e étage, où une exposition spéciale était en préparation. « Tu es sûr de cela, papa ?» demanda Marie, ajustant l'éclairage sur l'une des toiles. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi en public, et le mot sonnait encore nouveau sur sa langue. Richard acquiesça, ses yeux fixés sur le tableau qu'ils avaient peint ensemble ces dernières semaines, une réinterprétation de la dernière œuvre d'Hélène. Il est temps d'ouvrir les portes, toutes les portes. L'exposition Pont serait la première présentation officielle du projet Hélène, réunissant des œuvres des boursiers aux côtés des travaux des employés d'Arte France eux-mêmes. Au centre de l'exposition, 3 œuvres principales raconteraient une histoire de rédemption et de reconnexion. Le dernier tableau d'Hélène, le portrait inachevé que Richard avait peint d'Hélène et Béatrice, et la nouvelle œuvre que père et fille avaient créée ensemble. « Anne-Laure est nerveuse pour la présentation », commenta Marie, observant la jeune boursière qui répétait son discours dans un coin du studio. Elle n'a jamais parlé en public auparavant. « Comme sa mère », remarqua Claire, s'approchant avec un bloc-notes. « J'ai parlé avec elle ce matin quand elle est venue signer les autorisations. Elle m'a dit qu'elle tremblait aussi quand elle devait parler à ses patronnes. » Richard observa la jeune artiste un moment, puis marcha vers elle. Marie et Claire regardèrent avec surprise, tandis qu'il s'asseyait à côté d'Anne-Laure et commençait à lui parler doucement. Peu à peu, les épaules tendues de la jeune fille se détendirent. « Que peut-il bien lui dire ?» chuchota Claire. Marie sourit, reconnaissant chez son père la même gentillesse que sa mère montrait envers ses élèves les plus anxieux. Le connaissant, il doit lui raconter sa première exposition. Le soir de l'exposition arriva avec une énergie électrique dans l'air. Le 18e étage était méconnaissable. Les murs du studio avaient été enlevés, créant un espace vaste et accueillant. Des lumières douces mettaient en valeur chaque œuvre, et l'arôme de café à la cannelle remplissait l'atmosphère, une marque de fabrique que Marie avait tenu à maintenir. Les invités commencèrent à arriver, employés d'Arte France, famille des boursiers, journalistes, figures importantes du monde de l'art et de la publicité. Marie observait tout depuis un coin, son cœur débordant de voir tant de mondes différents se mêler naturellement. Elle serait fière. Une voix familière résonna derrière elle. Marie se retourna pour trouver Julie, qui venait d'arriver. « Ta mère, je veux dire. C'est exactement ce dont elle a toujours rêvé. » Marie embrassa son amie, reconnaissante pour sa présence. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle a tout planifié, tu sais, comme si elle savait que cela arriverait un jour. »« Peut-être qu'elle le savait, » répondit Julie, observant Richard qui conversait avec animation avec la mère d'Anne-Laure. Les mères ont ce don de voir au-delà du présent. Le moment le plus émouvant de la soirée arriva quand Anne-Laure monta sur la petite scène improvisée pour présenter son œuvre, une série d'illustrations numériques qui mélangeaient des éléments de sa communauté avec des techniques classiques de peinture. « Avant le projet Hélène », commença-t-elle, sa voix d'abord tremblante mais gagnant en force, « je pensais que l'art était quelque chose de distant de ma réalité, quelque chose qui appartenait au musée et aux galeries, pas à ma rue, à ma vie. » Richard, debout à côté de Marie, serra doucement la main de sa fille. « Mais ici, continua Anne-Laure, j'ai appris que l'art est partout, dans les couleurs du coucher de soleil, vues depuis la terrasse, dans les graffitis des murs, dans les histoires que ma mère raconte quand elle rentre du travail. Et j'ai aussi appris que je n'ai pas besoin de choisir entre qui je suis et qui je peux devenir. » Marie sentit les larmes couler sur son visage, voyant dans les yeux brillants d'Anne-Laure le même rêve que sa mère avait planté tant d'années auparavant, le rêve d'un art sans barrière qui pourrait fleurir n'importe où. La jeune artiste termina sa présentation avec une révélation qui émut tout le monde. « Chacune de mes œuvres cache un son de pluie quelque part. C'est ma façon de me rappeler d'où je viens, même en volant vers où je veux aller. » Ce moment, comme par magie, une pluie douce commença à tomber dehors, ses gouttes créant une mélodie délicate contre les fenêtres du bâtiment. Marie regarda le tableau qu'elle avait peint avec son père. 3 générations d'artistes s'y rencontraient, non plus de dos à la toile vierge, mais face à un horizon plein de possibilités. Le succès de l'exposition Pont dépassa toutes les attentes. Dans les jours qui suivirent, Arte France fut inondée de messages et d'appels, d'autres entreprises voulant connaître le projet, de jeunes artistes s'enquérant des prochaines sélections, des médias intéressés à raconter cette histoire unique. Mais pour Marie et Richard, la plus grande victoire n'était pas dans la résonance externe, mais dans les petites transformations qu'ils observaient quotidiennement.
comme ce matin où ils trouvèrent un groupe de cadres du département financier participant à un cours d'aquarelle avant le début de la journée, ou quand ils virent la réceptionniste qui avait été si froide, avec Marie lors de son premier jour affichant maintenant fièrement ses propres dessins. « Je pense que nous avons besoin de plus d'espace », commenta Marie durant l'une de leurs sessions matinales de peinture avec Richard. La liste d'attente pour le projet compte déjà plus de 200 noms. Richard acquiesça, sans quitter des yeux la toile sur laquelle il travaillait, un nouveau portrait, cette fois de Marie. « J'y ai déjà pensé, l'immeuble d'à côté est à vendre. » Marie faillit faire tomber son pinceau. « L'immeuble entier, pourquoi pas ?» sourit-il, ce sourire qui apparaissait maintenant de plus en plus fréquemment. « Nous pourrions le transformer en un centre culturel. Des salles de classe, des studios, une galerie permanente, un lieu où l'art et les affaires peuvent réellement coexister. Comme ce dont maman a toujours rêvé, » murmura Marie, sentant son cœur se serrer avec un mélange de nostalgie et de gratitude. « Exactement, » répondit Richard, sa voix douce. « En fait, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ces anciennes archives. Tu veux voir ?» Il marcha jusqu'à son cartable en sortant un cahier usé. C'était son journal de projet à l'école des Beaux-Arts. « Regarde ça. » Marie prit le cahier d'une main tremblante. Dans les pages jaunies, elle trouva des esquisses détaillées d'un centre culturel très semblable à celui qu'ils envisageaient. Dans les notes en marge, elle reconnut la calligraphie délicate de sa mère. « Art sans frontières, où tous peuvent créer. » Elle avait tout planifié, dit Marie, passant ses doigts sur les dessins. Chaque détail. « Hélène a toujours vu au-delà de son temps, » commenta Richard s'asseyant à côté de sa fille. Elle savait qu'un jour l'art retrouverait son chemin dans les espaces d'entreprise, non pas comme décoration, mais comme force transformatrice. Ces après-midi-là, durant une session de mentorat avec les boursiers, Anne-Laure présenta son nouveau projet, une série d'ateliers d'art numérique pour les enfants de sa communauté, utilisant les ordinateurs d'Art France les week-ends. « J'ai appris qu'il ne suffit pas de s'élever dans la vie, » expliqua-t-elle, avec une maturité qui dépassait ses 16 ans. Nous devons construire des ascenseurs pour que d'autres puissent monter aussi. Marie observait fièrement, tandis que la jeune artiste montrait ses plans, utilisant des termes techniques qu'elle ne connaissait pas quelques mois auparavant. À ses côtés, Richard prenait des notes, complètement absorbé. Il avait tellement changé ces dernières semaines. Le costume impeccable était toujours là, mais maintenant souvent taché de peinture, comme un drapeau de reddition au pouvoir, transformateur de l'art. « Sais-tu ce qui me manque le plus d'elle ?» commenta Richard à voix basse, tandis qu'Anne-Laure poursuivait sa présentation. Sa façon de voir la beauté en tout, même dans les erreurs, les tâches accidentelles, elle trouvait des possibilités. Marie sourit, se souvenant des longs après-midi de son enfance, quand sa mère transformait ses dessins maladroits en aventures fantastiques. Elle disait toujours qu'il n'y a pas d'erreur en art, seulement de nouveaux chemins à explorer. « C'est pourquoi la prochaine étape du projet doit être spéciale, » dit Richard, ses yeux brillants de cette lueur que Marie reconnaissait maintenant comme de l'inspiration artistique. Pas seulement un nouveau bâtiment, mais un manifeste vivant. Un lieu où chaque personne qui entre peut se sentir capable de créer, indépendamment de son origine ou de sa formation. « Comment allons-nous l'appeler ?» demanda Marie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse dans son cœur. Richard sourit, sortant de sa poche un petit papier plié. C'était une ancienne carte de visite jaunie par le temps. Dessus, avec la calligraphie d'Hélène, était écrit « Institut couleurs qui guérissent, où l'art transforme les réalités ». Elle a vraiment pensé à tout, chuchota Marie, sentant les larmes se former dans ses yeux. « Oui, » répondit Richard, la voix émue. Maintenant, c'est à notre tour de donner vie à son rêve. Un samedi matin trouva Marie et Richard dans un lieu inattendu, l'ancienne maison où elle avait grandi avec Hélène. La petite construction en banlieue restait pratiquement intacte, préservée par Julie qui continuait d'y vivre comme locataire après le départ de Marie. « Tu es sûre de vouloir faire ça aujourd'hui ?» demanda gentiment Julie, observant Marie hésiter devant la porte de l'ancien atelier de sa mère dans le jardin. Marie acquiesça, serrant instinctivement la main de Richard. « Il est temps. Si nous voulons vraiment construire l'Institut Couleurs qui guérisse, nous devons commencer par le commencement. » L'atelier était une pièce simple, construite avec des restes de matériaux de construction et beaucoup d'amour.
Les murs, encore tachés de peinture, racontaient des histoires d'innombrables sessions de peinture. L'odeur de café à la cannelle semblait avoir imprégné le bois lui-même. « C'est ici qu'elle donnait des cours aux enfants du quartier », expliqua Marie, en ouvrant les fenêtres, laissant entrer la lumière du matin. Les week-ends, cet endroit était plein de vie. Richard marchait lentement dans l'espace, ses yeux absorbant chaque détail. Il s'arrêta devant un mur couvert de dessins d'enfants, préservés par une couche de vernis. Elle les gardait tous ? Chacun d'eux, sourit Marie, touchant un dessin particulier. Un soleil souriant avec des jambes de girafe. C'était mon premier. Maman disait que c'était la preuve que l'art n'a pas besoin d'avoir un sens pour toucher le cœur. Dans un coin, ils trouvèrent des boîtes soigneusement empilées, toutes étiquetées avec la calligraphie d'Hélène. Projets futurs, rêves en construction, graines à planter. Richard et Marie commencèrent à les ouvrir une par une, découvrant des trésors qu'Hélène avait gardés au fil des ans. « Regarde ça !» s'exclama Marie, sortant un dossier de la boîte graines à planter. C'était un projet détaillé pour un réseau d'ateliers communautaires, chacun adapté aux besoins spécifiques de différentes communautés. « Elle a pensé à tout !» murmura Richard, feuilletant les pages. « Même aux aspects pratiques de la viabilité financière. Maman disait toujours que les rêves ont besoin de racines solides pour pouvoir donner des ailes aux autres. » Ils continuèrent à explorer les boîtes, trouvant de plus en plus de projets, d'idées et de rêves qu'Hélène avait soigneusement documentés. Il y avait des plans pour des ateliers d'art-thérapie, des programmes de formation d'enseignants, des projets d'échange entre artistes de différentes communautés. « C'est ça !» s'exclama soudainement Marie, ses yeux brillants d'inspiration. « Nous ne pouvons pas simplement construire un institut neuf et moderne. Nous devons commencer ici, aux racines. » Richard la regarda avec curiosité. « Qu'as-tu en tête ?» « Et si nous transformions cet atelier en premier noyau de l'Institut, en le gardant exactement comme il est, juste en actualisant le nécessaire, nous pourrions utiliser la méthodologie de maman, commencer avec les enfants du quartier, exactement, comme elle le faisait, et ensuite étendre organiquement, compléta Richard, comprenant la vision, chaque nouveau noyau conservant l'essence, mais adapté à sa communauté. Exactement. Le nouveau bâtiment serait le siège administratif et le centre de formation, mais le cœur du projet serait ici, dans les communautés. Julie, qui était restée silencieuse en observant père et fille, essuya une larme. Hélène disait toujours que l'art véritable naît du sol que nous foulons. Richard marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin simple où tant de rêves avaient été semés. Sur la corde à linge, des draps blancs dansaient avec la brise, comme des toiles vierges attendant d'être remplies. « Sais-tu ce que cela signifie ?» demanda-t-il, se tournant vers Marie avec un sourire. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » « En commençant par cet espace, » répondit Marie, déjà en retroussant ses manches. « Je pense qu'il est temps de donner une nouvelle couleur à ces murs. » Ils passèrent le reste de la journée à travailler ensemble, nettoyant, organisant, planifiant. Richard, le puissant homme d'affaires, n'hésita pas à monter sur des échelles pour nettoyer des toiles d'araignée ou à s'agenouiller pour réparer des planches détachées. Au crépuscule, assis dans le jardin avec des tasses de café à la cannelle, ils observaient avec satisfaction le résultat de leur travail. L'atelier était propre et organisé, mais gardait son âme intacte. Sur le mur principal, à côté des dessins d'enfants préservés, ils avaient accroché le dernier tableau d'Hélène. « Demain, j'amènerai Anne-Laure et quelques autres boursiers pour découvrir l'espace, » commenta Marie. « Je pense qu'il est temps qu'ils connaissent tout a commencé. » Richard acquiesça, ses yeux fixés sur le tableau d'Hélène. « Penses-tu qu'elle savait qu'un jour nous serions ici, ensemble, poursuivant son travail ?»« J'en suis certaine, » sourit Marie, appuyant sa tête sur l'épaule de son père. « Maman disait toujours que l'art véritable est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin, peu importe les obstacles qu'il rencontre. » La nouvelle que l'ancien atelier d'Hélène allait rouvrir se répandit dans le quartier comme de l'encre dans l'eau. En quelques jours, le petit espace dans le jardin devint un point de rencontre pour toutes les générations. D'anciens élèves d'Hélène amenaient leurs enfants. Des voisins apparaissaient avec des histoires et de vieilles photographies. De jeunes artistes du projet Hélène venaient découvrir les racines de leur inspiration. Anne-Laure, en particulier, fut enchantée par la simplicité et la force du lieu. « C'est différent d'Arte France.
commenta-t-elle en aidant à organiser des matériaux sur les étagères nouvellement installées. Là-bas, tout est neuf et brillant. Ici, on dirait que chaque tache de peinture a une histoire à raconter. Marie sourit, reconnaissant dans les mots de la jeune fille le même enchantement qu'elle avait ressenti dans son enfance. Maman disait souvent qu'un atelier sans tâches est comme un livre sans mots. Le premier atelier officiel dans l'atelier rénové eut lieu un samedi ensoleillé. Marie avait invité tous les boursiers du projet Hélène pour une matinée spéciale de création libre avec les enfants du quartier. Richard, à la surprise de tous, arriva tôt, portant jeans et t-shirt pour la première fois depuis des décennies. « Quoi ?» demanda-t-il face aux regards étonnés. « Je ne peux pas donner un cours de peinture en costume. » La matinée se déroula comme une symphonie de couleurs et de rires. Les boursiers, beaucoup venant de réalités similaires à celles de ces enfants, se connectèrent instantanément avec eux. Anne-Laure organisa un atelier de dessin numérique utilisant des tablettes, tandis que d'autres boursiers enseignaient des techniques traditionnelles. Richard, initialement timide, se retrouva bientôt entouré d'un groupe d'enfants fascinés par sa technique de mélange des couleurs. « C'est comme de la magie !» s'exclama un petit garçon quand Richard montra comment créer différentes teintes de vert. « Ce n'est pas de la magie !» sourit Richard, se rappelant les mots d'Hélène. « C'est juste savoir écouter ce que les couleurs ont à dire. » Pendant la pause goûter, pain avec du beurre et café à la cannelle comme Hélène le servait toujours, Marie observait la scène, le cœur débordant. Son père, le jadis distant Richard Mercier, assis par terre avec des enfants, ses mains tachées de peinture, enseignant avec la même patience et le même amour qu'Hélène démontrait. « Ta mère serait si heureuse », commenta Madame Martin, une ancienne voisine qui avait connu Hélène. Voir cet endroit vivant à nouveau, plein d'enfants, c'était tout ce qu'elle voulait. L'après-midi, alors que les enfants présentaient leur création à leurs parents, Richard rassembla les boursiers pour une annonce spéciale. « Chacun d'entre vous, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, représente ce dont Hélène a toujours rêvé. Un art qui naît de la vie réelle, qui transforme les réalités. C'est pourquoi je veux proposer quelque chose. Que chacun choisisse une communauté, un lieu qui a besoin de couleurs et d'espoir. L'Institut soutiendra la création de nouveaux noyaux, en commençant petit comme celui-ci. » Les yeux des jeunes artistes brillèrent de possibilités. Anne-Laure fut la première à se manifester. « Je peux en commencer un dans ma communauté. Il y a un entrepôt abandonné qui serait parfait. » D'autres boursiers commencèrent à partager leurs idées, des lieux qu'ils connaissaient, des communautés qui pourraient en bénéficier. Marie observait tout avec des larmes aux yeux, voyant le rêve de sa mère se multiplier comme des graines au vent. À la fin de la journée, quand tout le monde était parti, Marie et Richard restèrent dans l'atelier, organisant le matériel et contemplant les nouvelles œuvres qui décoraient maintenant les murs à côté des dessins préservés par Hélène. « Sais-tu ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» commenta Richard tout en nettoyant les pinceaux. « Hélène n'est jamais vraiment partie. Elle vit dans chaque personne qui est entrée ici aujourd'hui, dans chaque trait, chaque sourire. » Marie acquiesça, touchant une vieille tache sur le mur, une marque de petite main qu'elle avait faite à 5 ans. Elle disait toujours que l'art véritable est immortel, non pas parce qu'il dure pour toujours, mais parce qu'il continue de vivre à travers les personnes qu'il touche. Et maintenant, sourit Richard embrassant sa fille, nous allons faire briller cette lumière encore plus fort. Sur le tableau d'Hélène accroché au mur, les 3 silhouettes semblaient sourire, comme si elles savaient que leur rêve ne faisait que commencer à s'épanouir. 6 mois s'écoulèrent depuis la réouverture de l'atelier d'Hélène. Ce qui avait commencé comme un humble hommage s'était transformé en un mouvement qui se répandait dans la ville. 5 nouveaux noyaux de l'Institut Couleurs qui guérissent fonctionnèrent déjà dans différentes communautés, chacun avec sa propre identité, mais tous connectés par le même esprit. Un matin particulièrement significatif, Marie arriva tôt à l'atelier original pour une surprise. Sur les murs extérieurs, Anne-Laure et d'autres boursiers avaient peint pendant la nuit une fresque impressionnante. Le toto visage d'Hélène y souriait sereinement, émergeant d'une mer de pinceaux et de couleurs qui se transformaient en oiseaux volant vers l'horizon. « On voulait faire un hommage », expliqua Anne-Laure, encore avec des taches de peinture sur les mains et des cernes de quelqu'un qui a passé la nuit à travailler.
Chaque oiseau représente l'un des noyaux de l'Institut. Marie serra la jeune artiste dans ses bras, incapable de contenir ses larmes. Le portrait de sa mère était parfait, pas seulement dans la ressemblance physique, mais surtout dans la capture de son essence, ce regard rêveur et déterminé qui la caractérisait tant. Quand Richard arriva quelques minutes plus tard, il s'arrêta devant la fresque pendant de longs moments, en silence. « C'est exactement comme je me souviens d'elle », dit-il finalement, la voix émue, toujours regardant au-delà de l'horizon, voyant des possibilités là où d'autres voyaient des limites. Ce jour-là serait spécial. La première réunion de tous les noyaux de l'Institut, une célébration de ce qu'ils avaient accompli et une planification pour l'avenir. Peu à peu, l'atelier se remplit de personnes, coordinateurs des différents noyaux, boursiers, élèves, chacun apportant des histoires et des expériences à partager. Dans le noyau de la banlieue Est, raconta l'une des coordinatrices, nous avons un monsieur de 70 ans qui n'avait jamais tenu un pinceau. Maintenant, il donne des cours d'aquarelle aux enfants du quartier. Dans notre communauté, partagea un autre, les mères des élèves ont commencé un projet d'art sur tissu. Elles vendent déjà leurs pièces dans des marchés artisanaux. Anne-Laure, qui coordonnait le noyau dans sa propre communauté, présenta un projet qui émut tout le monde. Nous créons une application qui connecte tous les noyaux. Ainsi, un élève de la banlieue sud peut suivre des cours en ligne avec un professeur de la zone nord et des artistes de différentes communautés peuvent échanger des expériences. Richard, qui écoutait tout attentivement, se leva pour faire une annonce. L'immeuble à côté d'Art France sera inauguré le mois prochain comme siège officiel de l'Institut. Mais après avoir vu tout ceci, j'ai réalisé que nous avons besoin de quelque chose de plus. Il fit une pause, regardant chaque visage présent avant de continuer. Nous allons créer un fonds de bourse d'études au nom d'Hélène. Chaque élève qui démontre du talent et de la dévotion aura l'opportunité d'étudier aux beaux-arts ou en design. Tous frais payés. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Marie, qui ne connaissait pas ses plans, regarda son père avec surprise et gratitude. « Mais il y a plus », continua-t-il. « Chaque boursier n'aura qu'une seule obligation, créer ou adopter un nouveau noyau de l'Institut dans sa communauté. Ainsi, le cycle continue de s'étendre. » « Comme les oiseaux de la fresque », murmura Anne-Laure, ses yeux brillants. « Exactement. » Sourit Richard. Hélène disait toujours que l'art véritable est comme un oiseau. Il a besoin de racines fortes pour créer des ailes. À ce moment, comme si l'univers voulait donner son propre signe d'approbation, un rayon de soleil entra par la fenêtre de l'atelier, illuminant le tableau d'Hélène sur le mur. Les trois silhouettes, autrefois de dos face à la toile vierge, semblaient maintenant regarder directement tous les présents, comme des gardiens silencieux de ce rêve en constante expansion. Marie prit un pinceau et marcha vers une toile vierge sur le chevalet. Et si nous commencions notre réunion comme maman le faisait toujours, en créant quelque chose ensemble? Un par un, tous se levèrent. Richard fut le premier à prendre un pinceau et à rejoindre sa fille. Anne-Laure connecta sa tablette à l'écran numérique qu'ils avaient installé dans l'atelier. D'autres prirent des crayons, de la craie, du fusain, chacun avec son instrument préféré. Et ainsi, en ce matin ensoleillé, dans le petit atelier où tout avait commencé, différentes générations, histoires et techniques s'unirent en une seule œuvre collective. Au centre de la toile, sans que personne ne l'ait planifié, commença à apparaître un arbre dont les branches se transformaient en oiseaux colorés, chacun volant dans une direction différente, mais tous connectés par la même racine. L'inauguration du siège officiel de l'Institut Couleurs qui guérissent était prévue pour coïncider avec l'anniversaire d'Hélène. La date n'avait pas été choisie par hasard. C'était la façon dont Marie et Richard avaient trouvé de célébrer non seulement sa mémoire, mais surtout l'héritage vivant qu'elle avait laissé. Le nouveau bâtiment était une œuvre d'art en lui-même. La façade, autrefois miroitante et impersonnelle comme tant d'autres immeubles d'entreprise, avait été transformée en une immense toile où des artistes de tous les noyaux de l'Institut avaient laissé leur marque. Le résultat était une mosaïque vibrante de styles et d'histoires, une déclaration visuelle que l'art ne connaît pas de frontières. Le matin de l'inauguration, Marie arriva tôt pour superviser les derniers préparatifs. Elle trouva Richard déjà sur place, debout devant un mur spécial dans le hall d'entrée, le mur des rêves, comme il
avait décidé de l'appeler. Là, au milieu d'une exposition permanente, se trouvait le dernier tableau d'Hélène, flanqué du portrait que Richard n'avait jamais terminé et de l'œuvre que père et fille avaient créée ensemble. « On dirait que c'était hier », commenta Richard quand Marie s'approcha. « Toi arrivant en retard à l'entretien, moi essayant de fuir qui j'étais vraiment. » Marie sourit, ajustant la plaque explicative sous le tableau de sa mère. « Et maintenant, regarde, nous sommes sur le point d'inaugurer quelque chose dont elle a toujours rêvé. » « Pas seulement inaugurer », une voix joyeuse interrompit. C'était Anne-Laure portant sa tablette inséparable. « Nous sommes sur le point de révolutionner la façon dont l'art est enseigné et partagé à Paris. » La jeune artiste était devenue un élément fondamental de l'Institut. Son application de connexion entre les noyaux était sur le point d'être officiellement lancée, et elle avait été choisie pour faire le discours d'ouverture représentant les boursiers. Au cours de la matinée, le bâtiment se remplit de vie. Artistes, élèves, professeurs et soutiens arrivaient, apportant encore plus de couleurs à l'environnement. Chaque étage avait une proposition différente. Des ateliers équipés de technologies de pointe alternaient avec des espaces plus traditionnels. Des salles de classe se transformaient en galeries et des espaces de vie commune avaient été conçus pour stimuler l'échange d'expériences. Sur la terrasse, une surprise spéciale attendait les invités. Marie et Richard y avaient recréé une réplique de l'ancien atelier d'Hélène, avec l'arôme de café à la cannelle et un petit potager. Parce que, comme Hélène le disait toujours, l'art a besoin de terre sous les pieds pour pouvoir toucher. Le ciel. Quand vint le moment de la cérémonie officielle, l'auditorium principal était bondé. Anne-Laure monta sur scène avec l'assurance de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. « Il y a 1 an, commença-t-elle, je dessinais en cachette pendant les cours, rêvant d'un avenir qui semblait impossible. Aujourd'hui, je suis ici représentant des centaines de jeunes artistes qui, comme moi, ont découvert que les rêves n'ont pas de code postal. » Richard et Marie observaient fièrement depuis le fond de la scène. En quelques mois, Anne-Laure était devenue l'exemple vivant de ce que l'Institut représentait, le pont entre talent et opportunité, entre rêve et réalité. Mais l'Institut Couleurs qui guérissent n'est pas seulement à propos d'art, continua-t-elle. Il s'agit de transformation. Chaque coup de pinceau, chaque pixel, chaque trait sur le papier est une déclaration que nous pouvons être plus que ce que le monde attend de nous. L'art ne guérit pas seulement, il libère. Quand vint le tour de Richard de parler, il surprit tout le monde en se passant de microphone et en marchant jusqu'au centre de la scène avec un pinceau à la main. « Les mots, dit-il, sa voix portant naturellement dans l'auditorium, ne sont pas toujours suffisants pour exprimer la transformation. Alors, si vous me permettez... » Il se tourna vers une toile vierge qui avait été installée sur scène et commença à peindre. Marie reconnut immédiatement le style. C'était la technique qu'Hélène admirait tant chez lui, qu'il avait abandonnée pendant si longtemps. Tout en peignant, Richard continua à parler. Hélène Leroy n'était pas seulement une artiste. Extraordinaire. Elle était une visionnaire qui croyait que l'art est un droit, pas un privilège. Cet institut n'est pas un hommage à elle, c'est la continuation de son œuvre la plus importante. La croyance inébranlable dans le pouvoir transformateur de l'art. La peinture prenait rapidement forme sous ses mains expertes. Un coucher de soleil vu de la banlieue, avec des antennes et des fils à haute tension, se transformant en pinceaux géants qui peignèrent le ciel. Chaque personne dans cet auditorium, conclut-il, donnant les dernières touches, porte un peu d'Hélène en soi, que ce soit dans les dessins qu'ils font, dans les cours qu'ils donnent, ou simplement dans le courage de croire que l'art peut changer le monde. Cet institut n'est pas un point final, c'est juste le début d'une nouvelle histoire que nous continuerons à écrire ensemble. Marie rejoignit son père sur scène, portant une vieille boîte que tous reconnurent. C'était une des boîtes « Graines à planter » de l'atelier d'Hélène. À l'intérieur des centaines de nouveaux pinceaux, chacun avec une petite étiquette. L'art est une graine que nous plantons aujourd'hui pour récolter demain. Continue à peindre ton histoire. Hélène. La première année de l'Institut, Couleurs qui guérissent, touchait à sa fin. Et avec elle, une transformation qui allait bien au-delà des murs peints et des vies touchées. Arte France, autrefois connue uniquement pour son excellence commerciale, était maintenant une référence en matière de responsabilité sociale et culturelle. Les 10 noyaux disséminés,
À travers la ville pulsait de vie et de créativité, chacun avec sa propre identité, mais tous reliés par le même objectif. Par un après-midi tranquille, Marie trouva son père dans l'ancien atelier d'Hélène, là où tout avait commencé. Richard était assis sur le petit tabouret usé, contemplant une toile vierge. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant quelque chose de différent dans son expression. « J'ai trouvé ça ce matin », répondit-il, lui tendant une enveloppe jaunie. « C'était gardé dans ce livre de techniques de peinture que ta mère aimait tant. » Marie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle reconnut immédiatement la calligraphie de sa mère. À ouvrir quand les couleurs brilleront à nouveau. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite dans la dernière semaine de vie d'Hélène. « Mes bien-aimés, si vous lisez cette lettre, cela signifie que vous vous êtes enfin trouvés l'un l'autre, et plus important encore, que vous avez retrouvé le chemin vers l'art. Richard, mon premier amour, professeur et ami, j'ai toujours su qu'un jour tu te libérerais des murs de verre que tu as construits autour de toi. L'art n'a jamais quitté ton cœur. Il a simplement attendu patiemment le bon moment pour fleurir à nouveau. Marie, ma petite artiste, depuis tes premiers dessins maladroits, j'ai vu en toi non seulement mon talent, mais surtout la force de Richard. Cette détermination silencieuse, cette capacité à transformer la douleur en beauté. Vous êtes si semblables, deux âmes d'artistes essayant de prétendre qu'elles ne le sont pas. L'Institut que vous avez créé est plus que ce tas dont j'ai jamais rêvé. Chaque enfant qui apprend à s'exprimer à travers l'art, chaque jeune qui découvre son potentiel créatif, chaque adulte qui retrouve la joie de créer, tous font partie de quelque chose de plus grand qui a commencé il y a longtemps, quand un jeune professeur d'art est tombé amoureux d'une élève rêveuse. Ne ressentez pas de culpabilité pour le passé. Tout s'est passé exactement comme il le devait. La douleur qui nous a séparés est la même force qui, des années plus tard, vous a réunis à nouveau. L'art a ses propres chemins de guérison. Maintenant, j'ai une dernière demande. Dans le tiroir du vieux bureau derrière l'étagère de peinture, il y a une toile vierge que j'ai gardée spécialement pour ce moment. Je veux que vous la peigniez ensemble. Ne planifiez pas, ne réfléchissez pas trop. Laissez simplement vos cœurs guider les pinceaux. Et souvenez-vous toujours, l'art ne consiste pas à créer quelque chose de parfait. Il s'agit d'être fidèle à qui nous sommes. Avec un amour éternel, Hélène. Marie et Richard restèrent silencieux pendant de longs moments après la lecture, les larmes coulant librement sur leur visage. Finalement, Marie se leva et alla au bureau. Exactement où la lettre l'indiquait, elle trouva une toile vierge parfaitement préservée. « Je pense qu'il est temps », dit-elle doucement, plaçant la toile sur le chevalet. Richard acquiesça, prenant 2 pinceaux. « Sans planifier ?»« Sans planifier », confirma Marie, souriant à travers ses larmes, juste en laissant le cœur guider. Et ainsi, père et fille, séparés par 2 décennies de secrets et de silence, commencèrent à peindre ensemble, laissant l'art faire ce que les mots ne pouvaient pas toujours faire, guérir, connecter, reconstruire. Le soleil se couchait quand ils donnèrent enfin le dernier trait. La peinture qui émergea était différente de tout ce qu'ils avaient créé auparavant. Ce n'était pas juste une image, c'était une histoire complète racontée en couleurs et en formes. Au centre, 3 silhouettes dansaient au milieu d'un tourbillon de pinceaux et de peinture, leur corps se fondant avec l'acte même de créer. « C'est elle », murmura Marie. « Elle est ici avec nous. » Richard serra sa fille dans ses bras, ses yeux fixés sur la peinture qu'ils venèrent de créer, ensemble. Elle l'a toujours été. Le soleil levant illuminait les rues de Paris quand Marie ouvrit les portes de l'ancien atelier pour une nouvelle journée de cours. L'espace, maintenant connecté numériquement à tous les autres noyaux de l'Institut, conservait son essence accueillante intacte. Les taches de peinture sur les murs racontaient des histoires de décennies de création. Et l'arôme de café à la cannelle remplissait toujours l'air comme une marque de fabrique. Sur le mur principal, 3 tableaux racontèrent l'histoire d'une famille unie par l'art. Le dernier travail d'Hélène, le portrait inachevé de Richard, et la peinture que père et fille avaient créée ensemble après avoir trouvé la lettre. À côté d'eux, une nouvelle addition, la toile qu'Illy avait peinte la veille, encore fraîche, pulsant d'une énergie presque palpable. Anne-Laure fut la première à arriver, comme toujours,
Maintenant coordinatrice du programme d'art numérique de l'Institut, elle était devenue un pont entre les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies. Il y a quelque chose de différent ici aujourd'hui, commenta-t-elle observant le nouveau tableau. C'est comme si l'atelier était plus vivant. Marie sourit, préparant le matériel pour le cours du matin. Parfois, nous avons besoin de fermer un cercle pour en commencer un autre. Richard arriva peu après, portant une surprise, les anciennes boîtes, graines à planter d'Hélène, maintenant remplies de nouveaux projets et rêves collectés de tous les noyaux de l'Institut. J'ai trouvé d'autres journaux d'elle hier soir, dit-il, posant les boîtes sur la table. Chaque page est un projet différent, une idée pour l'avenir. Hélène a vraiment pensé à tout. Et maintenant, nous avons les ressources et les personnes pour réaliser chacun de ses rêves, compléta Marie, feuilletant l'un des journaux avec révérence. Les élèves commencèrent à arriver, enfants du quartier, jeunes artistes, adultes redécouvrant leur créativité. Parmi eux, des visages familiers des premiers jours du projet et de nouveaux talents découverts au fil du chemin. L'atelier se remplit rapidement de vie et de mouvement. Le cours de ce jour-là serait spécial, une session de peinture collective, transmise simultanément à tous les autres noyaux de l'Institut. Sur l'écran numérique installé au mur, des visages souriants apparaissaient dans de petites fenêtres, chacun prêt avec son matériel. Aujourd'hui, commença Marie, s'adressant tant au présent qu'au connecté virtuellement, nous allons faire quelque chose que ma mère adorait, peindre sans peur, sans planifier, sans juger, juste en laissant le cœur guider les pinceaux. Richard, debout à ses côtés, compléta « Comme Hélène disait toujours, l'art le plus vrai naît, quand nous arrêtons d'essayer d'être parfaits et commençons à être authentiques. » Et ainsi, par un matin ensoleillé à Paris, des dizaines de personnes à différents endroits de la ville commencèrent à peindre ensemble, chacune avec son style, sa technique, son histoire, mais toutes connectées par le même but, maintenir, vivant le rêve d'une femme qui croyait au pouvoir transformateur de l'art. Au centre de l'atelier, Marie et Richard peignaient côte à côte, leurs pinceaux dansant sur la toile, dans une harmonie que seul le temps et l'amour pouvaient créer. Anne-Laure, sur sa tablette, créait une version numérique de la même scène, pont entre le traditionnel et le moderne. « Regardez !» s'exclama soudain un enfant pointant vers la fenêtre. Tous se tournèrent pour voir. Un arc-en-ciel était apparu dans le ciel, ses reflets colorant les murs de l'atelier comme dans un kaléidoscope géant. Pendant un moment magique, les couleurs du ciel semblèrent se mêler aux peintures sur les toiles, créant une symphonie visuelle qui fit que tous s'arrêtèrent de peindre pour admirer. « Elle est ici », murmura Marie à son père. Dans chaque coup de pinceau, dans chaque sourire, dans chaque rêve réalisé. Richard acquiesça, ses yeux brillants d'émotion. Hélène n'est jamais vraiment partie, elle s'est simplement transformée en toutes les couleurs que nous peignons. Sur le tableau fraîchement peint au mur, les trois silhouettes semblaient danser avec une énergie renouvelée, comme si elles célébraient chaque nouveau début, chaque nouveau coup de pinceau, chaque nouveau rêve sur le point de prendre des couleurs. Car l'art véritable comme Hélène